Chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir vous installer. Il est 11h01, on va pouvoir commencer cette table ronde. Donc, j'ouvre officiellement la séance. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Jean-Louis Bourlange, notre président, qui est aux obsèques d'un membre de sa famille décédé accidentellement. Donc, on a une pensée pour lui et on se doute bien qu'il aurait préféré 100 fois être parmi nous. Notre ordre du jour appelle la tenue d'une table ronde sur la peine de mort dans le monde, qui a été sollicitée par de nombreux collègues, notamment du groupe Renaissance, et je salue Philippe Guillemard en particulier. Avant de brièvement brosser le contexte et les attendus de nos échanges, je tiens à souhaiter la bienvenue au nom de la Commission aux intervenants qui ont bien voulu nous faire bénéficier de leur expertise sur cette question sensible. Mesdames et messieurs, je vais donc, avec votre accord, vous présenter. Madame Florence Cormont-Vessière, tout d'abord, vous êtes la directrice adjointe des Nations Unies et des organisations internationales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 1 an. Vous supervisez à ce titre la sous-direction des droits de l'homme et des affaires humanitaires et vous suivez de ce fait la question de la peine de mort dans le monde. Il vous revient également de faire relayer les positions de notre pays dans les instances internationales adéquates. Madame Anne Denis, quant à vous, vous êtes responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty International, bien connue mais que je représente, donc à nouveau ONG internationale défendant les droits de l'homme, née en 1961 dans le sillage de l'appel à l'amnistie lancé par l'avocat Peter Benenson dans le journal The Observer. Parmi les nombreux rapports que vous publiez régulièrement figurent ceux sur la peine de mort dans le monde, qui constituent un éclairage particulièrement utile et intéressant sur le sujet. Enfin, Monsieur Jean-Louis Alperin, vous êtes historien du droit, professeur d'université à l'École normale supérieure, directeur du Centre de théorie et d'analyse du droit. Vous avez notamment participé à la publication de l'ouvrage « La peine de mort vers l'abolition absolue », et votre regard sera assurément complémentaire de celui de nos autres invités. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 10 minutes chacun, puis de passer aux échanges, je souhaiterais procéder à quelques rappels factuels destinés à poser les termes de notre discussion. Même si d'intenses débats ont failli aboutir entre 1906 et 1908, c'est en 1981 que la France a aboli la peine capitale dans son code pénal, avec la loi dite Badinter, cette orientation étant ensuite consacrée à l'article 66-1 de la Constitution en 2007. Nous avons d'ailleurs, en 2021, fêté ce 40e anniversaire. Aujourd'hui, 112 États ont supprimé la peine de mort de leur législation. 9 ne la conservent que pour des crimes commis en temps de guerre ou les crimes contre l'humanité. 27 n'ont procédé à aucune exécution ces 10 dernières années, même s'ils l'ont gardée dans leur code pénal, et semblent vouloir s'abstenir de procéder à des exécutions à l'avenir. Ce rappel signifie que 55 États dans le monde pratiquent encore la peine de mort, et non des moindres, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Iran, l'Arabie saoudite ou encore l'Égypte, notamment. La peine de mort constitue une violation des droits de l'homme, en particulier des droits à la vie et à ne pas subir de torture, de peine ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces droits étant protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la communauté internationale a adopté des instruments visant à son interdiction. Je vous fais une liste donc de ces instruments. Le 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, donc 2e protocole facultatif visant à abolir la peine de mort, a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1989. La France y a adhéré le 2 octobre 2007, 90 États l'ont ratifié, et en complément, des résolutions non contraignantes de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à l'instauration d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort ont été adoptées en 2007, puis tous les 2 ans à partir de 2008. Maintenant, au niveau européen,
Le protocole additionnel numéro 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit l'abolition de la peine capitale en toutes circonstances pour les États signataires. Toute adhésion à l'Union européenne ne peut intervenir sans que soit respecté ce protocole numéro 13 et le second article de la Charte des droits fondamentaux qui prohibe lui aussi la peine de mort ainsi que l'expulsion ou l'extradition d'une personne vers un pays où elle risquerait la peine de mort. Donc, par ce cadre juridique strict, l'Europe, donc Union européenne ou Conseil de l'Europe, fait honneur à ses valeurs, attachement à la vie et à la dignité humaine. Et le continent européen fait figure de modèle. Quand on regarde une carte qui recense les pays abolitionnistes, qui est mise à jour annuellement par Amnesty International ou d'autres ONG contre la peine de mort, on voit un îlot blanc sur la carte du monde, l'îlot blanc de l'Europe. Ces ONG font un travail remarquable, elles documentent, elles analysent, c'est un travail essentiel pour nous, décideurs publics, alors que ces informations sont souvent secrètes ou volontairement cachées au grand public. Et c'est particulièrement le cas pour la Corée du Nord, le Vietnam et surtout la Chine, pays de loin le plus exécuteur du monde, mais pour lequel il est difficile d'avoir des statistiques. Elles ne s'en vantent pas, si je peux dire. J'aimerais partager avec vous le triste constat de cette année 2022. Selon les chiffres d'Amnesty, c'est une augmentation de plus de 50% des exécutions dans le monde, passant de 579 à 883. Donc, je ne vais pas préempter les interventions de chacun sur tel ou tel pays, mais j'aimerais faire un focus sur l'Europe pour dénoncer l'élargissement de la peine de mort en Biélorussie. Depuis mai 2022, la loi biélorusse prévoit la peine de mort pour la simple tentative d'acte de terrorisme, alors qu'elle était réservée auparavant aux seules personnes reconnues ayant commis un tel acte. Clairement, c'est une menace directe, purement et simplement, aux opposants politiques ou à l'éventuel retour de ceux en exil. On peut dire que la peine de mort, elle demeure malheureusement dans la majorité des pays un outil de répression politique. Et je signale aussi au passage que les autorités séparatistes pro-russes de Donetsk et de Louhansk autorisent la peine de mort. Et la Russie, qui ne pratique plus la peine de mort depuis 1997, continue d'envoyer des prisonniers politiques dans des colonies pénitentiaires proches du goulag soviétique. Malgré ce cadre international, l'usage de la peine de mort comme outil de répression étatique demeure donc significatif. Ce châtiment reste malheureusement utilisé contre des protestataires et des minorités, ou encore sur la base de déclarations extorquées sous la torture. Pour sa part, et c'est une fierté, la France s'affiche parmi les promoteurs de l'abolition universelle de la peine de mort au titre de l'universalité des droits humains. Aucun système juridique n'étant à l'abri d'une erreur judiciaire, le recours à la peine de mort n'est pas de bonne justice. Et j'ajoute que la peine de mort est absolument inefficace, mais sans doute vous le direz. Il reste que si la tendance demeure favorable au recul de l'application de la peine de mort dans le monde, des îlots de résistance subsistent. Et tous ne sont pas des pays autocratiques. Avec la liste que je vous ai faite tout à l'heure, vous avez compris que même des pays démocratiques pratiquent encore la peine de mort. Et ça nous questionne évidemment. Je ne serai pas plus longue. Ce que nous espérons de nos échanges ce matin, c'est d'y voir plus clair à cet égard, de comprendre les grandes tendances à l'œuvre actuellement, non seulement s'agissant de la persistance de l'existence de la peine de mort dans le monde, mais également s'agissant de l'ampleur de sa mise en œuvre par certains États. Je vais donc, mesdames et messieurs, vous laisser la parole. Dans mon document, il est prévu que ça soit Madame Anne Denis qui commence pour un panorama de la peine de mort dans le monde. Donc vous avez la parole, je vous laisse le micro pour 10 minutes environ. D'accord, merci. Il faut que vous mettiez... Voilà, à la fois pour les présents et pour la diffusion. Donc, c'est depuis plus de 50 ans qu'Amnesty International s'oppose à la peine capitale. Mais c'est en 1977, alors qu'Amnesty reçoit le prix Nobel de la paix à Stockholm pour ses travaux sur la torture, que l'organisation a prévu une grande conférence internationale sur la peine de mort. Elle organise cette conférence. La section française d'Amnesty International sera représentée à cette conférence par Robert Badinter.
À la fin de la conférence, une déclaration, la déclaration de Stockholm, sera signée par les participants. Et cette déclaration de Stockholm marque le début de la campagne mondiale pour l'abolition universelle de la peine de mort. Donc, comme on vous l'a déjà dit, effectivement, la peine de mort, c'est toujours présent. Alors, on a quand même noté un progrès, puisque en 1977, 16 États étaient abolitionnistes pour tous les crimes dans le monde. En 1981, quand la France a aboli, ils étaient 36. En 2007, lors de la première résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur un moratoire, ils étaient 91. Et en 2022-2023, jusqu'à maintenant, ils sont donc 112 abolitionnistes pour tous les crimes, 9 abolitionnistes pour les crimes de droit commun, 23 abolitionnistes en pratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exécuté depuis au moins 10 ans, et il reste donc 54 ou 55 États, suivant si l'on considère que le Kosovo est le 55e État. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la peine de mort? Comme on vous l'a déjà dit, Amnesty International a relevé 883 exécutions hors Chine, puisque la Chine exécute par milliers. Nous n'avons pas de chiffres. Depuis 2009, Amnesty International ne donne plus de chiffres, puisque nous nous sommes rendus compte que la Chine se servait des rapports d'Amnesty International pour montrer au monde entier combien ils étaient bons et combien ils exécutaient peu. Bien entendu, puisque nous n'avions pas de données statistiques, la peine de mort étant couverte par le secret d'État en Chine. Donc, hors Chine, nous avons 883 exécutions au moins, et le plus grand exécuteur étant la Chine. Ensuite vient l'Iran, avec 576 exécutions, puis l'Arabie saoudite, avec 196 exécutions, puis l'Égypte, avec au moins 24 exécutions, enfin les États-Unis d'Amérique, 18 exécutions, l'Irak, au moins 11 exécutions, Singapour, 11 exécutions, et je vous fais grâce des autres pays. En fait, une vingtaine de pays, 20 en 2022, exécutent. Bon, depuis quelques années, on tourne toujours autour de la vingtaine, certains pays arrêtant pendant 1, 2, 3 ans, puis reprenant. Mais on est toujours dans cette grandeur de participants à la peine de mort. Donc, en 1800, avec les 883 exécutions, on a donc une augmentation de 53% par rapport à l'année précédente. C'est énorme. D'où vient cette hausse? Elle vient essentiellement d'une augmentation importante dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Dans cette région, les exécutions ont bondi de 59%. Et fait remarquable, dans cette région, 2 pays, à eux seuls, représentent 94% des 93% des exécutions dans le monde, puisque la région MENA rassemble 93% des exécutions dans le monde, hors Chine, bien entendu. Et ceux qui sont donc les champions, c'est l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors, laissez-moi parler quelques instants de ces 2 pays. L'Arabie saoudite, c'était le plus haut nombre d'exécutions relevé par Amnesty International depuis 30 ans. On pourrait se dire, c'est peut-être un accro. Eh bien, en septembre 2023, donc le 2 septembre, l'agence de presse d'Arabie saoudite, la SPA, a donné la confirmation de la 100e exécution. C'était le 2 septembre, je crois que maintenant on est arrivé à plus de 110. Et donc l'Arabie saoudite, visiblement, continue donc son long chemin vers les exécutions. L'Iran
l'Iran, qui avait augmenté de 83% par rapport à l'année précédente, ne se distingue pas de l'Arabie saoudite, puisque en fin mai 2023, donc début juin, on annonçait 455 exécutions au moins en Iran, dont 175 pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. C'est 3 fois plus que l'année précédente, et le rythme continue actuellement, et à ce rythme, on devrait atteindre les 1000 exécutions à la fin de l'année. Donc, effectivement, la perspective n'est pas très bonne en ce qui concerne ces deux pays. L'application de la peine de mort, elle viole à beaucoup de titres le droit international. Je vais vous donner quelques exemples. Les infractions liées à la législation sur les stupéfiants ne sont pas punissables par la peine de mort, puisque cette peine est réservée aux crimes les plus graves, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc les assassinats ou des crimes excessivement violents. Mais l'augmentation des exécutions pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c'est un grand souci en ce moment d'Amnesty, parce qu'il y a une augmentation non seulement en Iran, mais aussi en Arabie saoudite, et Singapour, qui n'avait pas, les années précédentes, qui n'avait pas exécuté, a exécuté 11 personnes uniquement pour ces infractions. D'autres pays continuent aussi à exécuter pour ces infractions aux stupéfiants. Autre souci par rapport au droit international, les mineurs délinquants. Alors, qu'est-ce qu'un mineur délinquant ? C'est une personne qui était mineure au moment des faits qui lui sont reprochés. En ce moment, en Arabie saoudite, et nous avons interpellé les autorités françaises à ce sujet, 7 jeunes gens sont en risque imminent d'exécution. Quels étaient leurs crimes ? Pour 6 d'entre eux, ils ont manifesté. Le 7e a été condamné à mort pour vol aggravé. Il avait moins de 15 ans à l'époque des faits. Mais fait particulier, ces 7 jeunes gens sont tous chiites. Parce que là, on touche aussi à un point fondamental de l'application de la peine de mort dans le monde, la discrimination. Donc revenons aux mineurs délinquants. Ces 7 mineurs doivent être exécutés normalement dans les semaines qui viennent sur ordre royal, puisque c'est le roi Salman qui donnera l'ordre d'exécution. En Iran, les exécutions de mineurs délinquants, il y en a eu l'année précédente, et nous savons qu'il y a beaucoup de mineurs délinquants dans les prisons iraniennes qui sont condamnés à mort. Je vous rappelle que Une minute ? Bon, alors, en 1 minute, je vous dirais que, finalement, ça va quand même pas trop mal. puisque en 2022, il y a eu 6 abolitions, 4 pour tous les crimes, 2 pour les crimes de droit commun, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Et là, je souligne que l'Afrique subsaharienne, sur les 48 États, 23 sont abolitionnistes pour tous les crimes, 3 abolitionnistes pour les crimes de droit commun. Et aux États-Unis, sur les 50 États fédérés, 23 sont abolitionnistes, 4 sont sous moratoire du gouverneur. Et le dernier, c'est l'Arizona. Donc, oui, on peut espérer que l'abolition est en marche. Et pour cela, j'appelle à l'aide mes petits camarades pour dire que, effectivement, et vous aussi, les parlementaires, parce que vous avez un rôle à jouer aussi. Donc, j'espère que dans l'échange de questions-réponses, je pourrai vous répondre à ce sujet.
Merci beaucoup, Madame Denis. Et c'est vrai que je vous rappelle au temps parce qu'on va avoir des questions tout à l'heure où vous pourrez compléter votre propos. En tout cas, merci beaucoup pour ce panorama. Je vais passer la parole au professeur Jean-Louis Alperin pour les aspects juridiques, pour 10 minutes aussi, si vous voulez bien. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie vivement de m'avoir sollicité pour être auditionné sur ce sujet important. Je suis professeur à l'École normale supérieure PSL et j'interviens comme universitaire, spécialiste d'histoire du droit, c'est ma discipline, ce qui veut dire que j'emploie des méthodes des sciences du droit dans une démarche de compréhension des phénomènes juridiques qui s'efforcent, ça peut paraître surprenant sur un tel sujet, de mettre à distance les jugements de valeur, les miens comme ceux d'autrui, sans pour autant nier l'influence de nos convictions. Je voudrais commencer par quelques remarques générales sur l'appréhension de l'histoire du droit pénal et spécifiquement de la peine capitale dans la longue durée. En 1867, le romaniste allemand Rudolf von Jhering a écrit que l'histoire de la peine était celle de son abolition constante. Il faut comprendre cette phrase à première vue surprenante. Jhering étudiait le droit romain et de la faute pénale et civile, et il voulait mettre d'abord en valeur le passage dans l'Antiquité des peines privées résultant de la vengeance de la victime ou de sa famille aux peines publiques. Puis ce passage avait conduit à des processus de contrôle par le pouvoir du prononcé et de l'exécution de la peine. Que ce soit dans le droit hébraïque, avec toutes les précautions recommandées dans le Talmud contre les décisions précipitées de peine de mort, dans le droit romain, avec l'intervention d'abord de l'Assemblée du peuple, puis de délégués de l'empereur, ou dans l'ancien droit chinois, qui exigeait la confirmation de toutes les peines de mort par l'empereur lors des assises d'automne, les pouvoirs ont, dès l'Antiquité, soumis la peine capitale au respect de règles de procédure et à l'approbation d'autorités supérieures. Cette intégration de la peine de mort dans le droit, qui ne signifie nullement son faible emploi, s'est bien sûr poursuivie dans les États dits modernes, qui, à partir des XVIe et XVIIe siècles, ont revendiqué le monopole de cette justice de sang. Puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la montée en puissance de l'emprisonnement comme principale sanction pénale a commencé à diminuer le nombre des crimes sanctionnés par la peine de mort. Durkheim a consacré en 1900 un article qui s'intitule « Les deux lois de l'évolution pénale » à cet affaiblissement qualitatif et quantitatif de la peine, qu'il constatait déjà de son temps, mais dont il voyait deux obstacles qui, hélas, ont été confirmés jusqu'à nos jours. Le maintien, dans certains pays, d'un sentiment religieux intense qui reste fondé sur des textes invoquant la peine de mort, et l'autre facteur, la centralisation forte, pour ne pas dire excessive, du pouvoir. Donc d'un point de vue historique, on vous l'a déjà dit, il n'y a pas de doute qu'il y a eu, amorcé au XIXe siècle, dans des situations qu'on a peut-être oubliées, la première abolition de fait en Belgique en 1863, de droit au Brésil en 1876, au Venezuela en 1863, en Roumanie en 1864, au Portugal en 1867, aux Pays-Bas en 1868, à Costa Rica en 1877, en Italie en 1889, mais aussi dans des États fédérés américains qui sont très anciennement abolitionnistes, le Michigan et le Wisconsin depuis 1846 et 1853. On a assisté aussi, dans certains de ces pays, c'est le cas de l'Italie sous le fascisme, au retour de la peine de mort, puis à une vague plus conséquente d'abolition de la peine de mort qui débute dans les années 1960, notamment dans les pays de Common Law, et se poursuit jusqu'aux années 80, la France étant un des derniers pays, en tout cas en Europe de l'Ouest, à rejoindre ce mouvement. Et comme il vous l'a été dit, le mouvement est spectaculaire. Les 30 dernières années, de 1989 à 2022, le rythme des abolitions s'est considérablement accru, faisant passer les pays abolitionnistes de 49 à 112. S'y ajoute une dizaine ou une quinzaine d'États qui ont officiellement institué un moratoire et l'ont respecté jusqu'à ce jour. C'est le cas de la Russie. Et aux États-Unis, comme il vous a été dit aussi, 23 États fédérés ont aboli la peine de mort, 4 connaissent des moratoires, ce qui concerne maintenant la majorité des États.
Tout cela ne nous amène pas à verser dans l'optimisme béat, même si cette perspective de longue durée doit être prise en compte. S'il y a un trend très fort en faveur de l'abolition, renforcé par le droit international des Nations Unies et bien évidemment par le droit de la Convention européenne des droits de l'homme et ses perspectives, j'en viens à plusieurs remarques inspirées de ma pratique de l'histoire du droit, mais surtout de l'histoire comparée du droit jusqu'à nos jours. Il y a eu au cours de l'histoire contemporaine, je ne parle même pas d'histoire ancienne, des cas de rétablissement de la peine de mort après son abolition et des allers-retours entre abolition, rétablissement et nouvelle abolition. Il faut se rappeler, ce n'est pas si loin de nous, qu'en 1972, la décision Furman versus Georgia de la Cour suprême a pu faire croire, à une époque où il n'y avait eu aux États-Unis aucune exécution depuis 1967, que l'inconstitutionnalité prononcée d'une peine de mort pouvait conduire à son abolition. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette décision a amené la plupart des États américains à revoir leur législation sur la peine de mort, en quelque sorte à la moderniser pour la mettre au standard de la Cour suprême, qui a été confirmée en 1976 dans la décision Gregg versus Georgia. Et le résultat, c'est qu'il y a eu, dans les années débutant en 1976 et jusqu'aux années 1990, une augmentation considérable du nombre de peines de mort prononcées et d'exécution aux États-Unis, avant qu'on assiste à un mouvement contraire qui a ajouté aux États anciennement abolitionnistes les 23 États actuels. Là aussi, dans la perspective historique, le fait que le dernier État abolitionniste soit la Virginie, un État du Sud, esclavagiste, anciennement une des plus anciennes colonies, qui a beaucoup pratiqué la peine de mort dans son histoire. Dans l'histoire de l'État de Virginie, il y a des milliers d'exécutions. C'est bien évidemment quelque chose d'important. Mais même aux États-Unis, il y a eu, je ne dis pas qu'il faut le craindre pour l'avenir, mais il y a eu des allers-retours. L'État de New York avait une première fois aboli la peine de mort avant de la rétablir et avant qu'elle soit à nouveau abolie en 2004 par la Cour suprême de cet État. Ces allers-retours sont liés à différents facteurs. Les circonstances de guerre, bien évidemment, la mise en place de régimes autoritaires, c'est clair aussi, mais aussi l'action de majorités politiques favorables au rétablissement de la peine de mort ou de pouvoirs élus qui, arguant de situations de crise, discutent de l'éventualité du rétablissement de la peine de mort. C'est par exemple le cas en Turquie, où la peine de mort est abolie et même interdite par la Constitution, mais où le président Erdogan a évoqué à plusieurs fois la possibilité de son rétablissement et où je pense avec d'autres qu'il y a lieu d'avoir quelques inquiétudes. La perspective historique appelle aussi à la prudence sur ce que l'ONU, pour des raisons évidentes d'encourager les États rétentionnistes à accomplir ce premier pas, appelle des abolitions de fait résultant de l'absence d'exécution pendant 10 ans. Un État abolitionniste de fait reste un État rétentionniste de droit. Et ce n'est pas simplement une question de vocabulaire. Ça signifie qu'on continue à y condamner des personnes à mort qui attendent dans les couloirs de la mort des années la décision de ne pas les exécuter, puisqu'il semblerait qu'il y ait un moratoire officieux, ce qui n'est pas la même chose déjà qu'un moratoire officiel, mais aussi la possibilité qu'elles soient exécutées. Pour citer un exemple, l'Indonésie est classée dans les États abolitionnistes de fait, mais elle a condamné, d'après les chiffres d'Amnesty International, une centaine de personnes à mort dans l'année 2022, et il y a plusieurs centaines de personnes qui attendent, et je pense que vous savez à quoi peuvent correspondre des prisons indonésiennes, la possibilité d'une exécution. Il y a des exemples, quelques exemples d'États qui exécutent avec des intervalles de 10 ans ou plus, qui n'exécutent pas pendant 10 ans, mais la 11e ou la 12e année exécutent.
Je termine en disant ce qui a déjà été dit, et ce que Durkheim, finalement, avait préconçu. Les obstacles, ils se situent dans des États où les facteurs religieux s'opposent, après les dirigeants, à l'abolition de la peine de mort. Et on vous l'a dit, c'est particulièrement le cas dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, et puis les États les plus autoritaires, dépourvus de pluralisme politique. Une réflexion aussi, je pense, qui est commune à nous tous, sur le fait que le nombre des exécutions judiciaires doit être pris avec circonscription, non seulement pour la Chine, mais je pense aussi pour d'autres États, et surtout parce que nous pouvons savoir des exécutions extrajudiciaires décidées par les autorités étatiques, y compris dans des pays étant censés ne pas exécuter. Dans plusieurs États, la répression des opposants politiques, condamnés à la mort lente dans des prisons, la justification par la guerre contre la drogue de l'exécution extrajudiciaire de trafiquants, mais aussi parfois de personnes innocentes, les crimes de guerre perpétrés au Soudan, en Éthiopie, en Ukraine et probablement aujourd'hui en Azerbaïdjan sont autant de peines de mort contraires au droit international. L'histoire du droit se doit de combiner ces classifications purement juridiques à la connaissance et à l'analyse de ces données factuelles. Merci. Vous pouvez couper votre micro. Merci beaucoup. Et on a bien noté la différence entre abolitionniste, rétentionniste, et puis les faits et le droit. On y reviendra, je pense, dans les échanges. Madame la directrice adjointe, c'est à vous pour nous parler de l'action de la France en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort pour 10 minutes. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet. Je ne reviendrai pas sur le constat qui a été posé tout à l'heure entre, d'une part, une dynamique positive avec des pays qui abolissent la peine de mort en droit ou partiellement, 6 pays et 2 pays respectivement, et en même temps, comme Amnesty International l'a dit, un accroissement du nombre de morts de 50% en 2022 par rapport à 2021. Et donc, c'est dans ce contexte que l'action de la France se place. France qui souhaite jouer un rôle moteur pour défendre l'abolition de ce châtiment de façon universelle et qui s'accompagne de cette vision universaliste que nous avons des droits de l'homme. Notre position est très claire. Excusez-moi, je crois qu'on ne vous entend pas très bien. Il faut que vous haussiez un peu la voix, je crois. Et je crois que... et je voudrais juste rappeler que notre position est très claire. La peine de mort, pour nous, ce n'est pas juste un simple instrument de politique pénale, mais on la considère comme étant une violation des droits de l'homme et c'est ce qui nourrit notre action. 3 axes principaux d'action. D'abord, c'est de faire progresser le droit. Ensuite, c'est de faire une action de plaidoyer auprès des États qui n'ont pas encore aboli en droit la peine de mort. Et puis aussi des actions de coopération. Je vais peut-être rapidement passer sur la construction juridique. Comme vous le savez, le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 n'abolit pas la peine de mort. Il ne l'interdit pas, mais il encadre son recours. Donc tout le travail qui a été engagé par le passé, c'est d'accroître la solidité juridique et progressivement en droit par des instruments juridiquement contraignants, de faire progresser. C'est donc le travail qui a été entrepris dans les années 80 à la GNU pour promouvoir le protocole facultatif pour l'abolition définitive de la peine capitale, qui est désormais, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, ratifié par 90 États. Et c'est aussi sur notre continent européen d'avancer dans des instruments nous permettant d'abolir totalement la peine de mort. Donc la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, je viens la plus ancienne, protège le droit à la vie de toute personne et elle encadre strictement le recours à la sentence capitale, ce que nous avons ratifié en 1974. Nous avons continué les travaux et 2 protocoles additionnels ont été adoptés. D'abord sur l'abolition de la peine de mort en temps de paix en 1983 et puis en 2002
le protocole additionnel numéro 13, où c'est l'abolition de la peine capitale en toutes circonstances. Et c'est un beau succès, puisque 44 États du Conseil de l'Europe l'ont ratifié. Et c'est une position qui a été réitérée et rappelée lors du sommet de Reykjavik du Conseil de l'Europe cet été, où le Conseil de l'Europe, il a été reconnu qu'il avait œuvré à diffuser l'abolition de la peine de mort, en tout cas sur le continent européen, avec très peu d'exceptions à cela. L'Union européenne, comme vous l'avez souligné également, a repris cet acquis, puisque désormais l'abolition de la peine de mort en tout temps et en toutes circonstances est un préalable nécessaire à l'adhésion. Et c'est donc un modèle continental qui plus est, qui prohibe la peine, l'expulsion ou l'extradition d'une personne vers un pays où elle risquerait la peine de mort. Donc autant d'avancées. Comme nous disposons maintenant des outils juridiques internationaux pour abolir la peine de mort, l'action s'est concentrée par la suite sur les actions de plaidoyer. Et comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, nous promouvons aux Nations Unies tous les 2 ans une résolution visant à promouvoir l'abolition de la peine de mort dans le système des Nations Unies. Et en 2007, j'étais à New York à cette époque, ça n'allait pas de soi. Il a fallu beaucoup de travail de pédagogie, beaucoup de travail auprès des partenaires pour qu'on puisse avoir ce premier texte qui a été un marqueur extrêmement fort. Depuis tous les 2 ans, nous adoptons cette résolution et elle a gagné en soutien, ce qui est quelque chose de très positif, puisque la dernière résolution qui a été adoptée l'année dernière a été soutenue par 125 États contre 104 en 2007. Ça ne veut pas dire que tout est toujours rose, puisque nous avons certains États rétentionnistes qui sont parvenus à introduire un paragraphe dit de souveraineté qui affaiblit en partie cette résolution, mais en termes de signal politique, c'est positif. Notre action ne se limite pas à l'Assemblée générale, mais aussi au Conseil des droits de l'homme, où nous avons travaillé avec nos partenaires à introduire depuis 2017 une résolution sur l'abolition de la peine de mort. Et donc c'est en alternance avec l'Assemblée générale, ce qui fait qu'à l'agenda politique des 2 instances qui traitent des droits de l'homme, nous avons un débat et l'adoption d'un texte sur la peine de mort, ce qui permet de faire du lobbying et de sensibiliser la société internationale. Au Conseil des droits de l'homme, pour accompagner ces textes, sont organisés des panels qui mettent en avant certains aspects de la peine de mort, notamment l'impact sur les personnes pauvres ou bien sur les femmes, et les États membres et la société civile peuvent intervenir. Notre travail ne s'arrête pas aux Nations Unies. Nous engageons aussi un dialogue avec les États, puisqu'il faut convaincre nos partenaires qui ont encore la peine de mort de l'abolir. Donc, lorsque nous avons les examens périodiques universels, où chaque État vient devant l'Assemblée du Conseil des droits de l'homme parler de la situation des droits de l'homme dans son pays, toute la France, systématiquement, fait une recommandation en faveur de l'abolition de la peine de mort. Nous condamnons par ailleurs les exécutions qui interviennent dans certains pays, par exemple en Iran, en Arabie Saoudite, mais ça nous est arrivé aussi aux États-Unis, que le porte-parole s'exprime sur le sujet. Et lorsque nous estimons qu'il est possible peut-être de faire fléchir les autorités, en lien avec les ONG et avec Amnesty qui nous alertent, nous pouvons engager un dialogue avec les États appelant à ce que la peine soit commuée. Par ailleurs, nous créons des coalitions, puisque ce n'est pas tout seul qu'on peut faire avancer le sujet. Et donc, nous soutenons les travaux des coalitions internationales d'États engagés sur la thématique, comme la Commission internationale contre la peine de mort, qui a célébré ses 10 ans en 2020, et qui est constituée d'un collège de commissaires, dont Robert Badinter, Navi Pillay, ancienne haute commissaire aux droits de l'homme.
Et puis notre action passe aussi par des actes. Donc nous accompagnons les initiatives de la société civile et des défenseurs des droits dans leur pays, puisque c'est eux aussi qui, sur le plan interne, peuvent faire évoluer les débats et la législation. Donc les ONG internationales, donc nous travaillons avec Amnesty, Human Rights Watch et Ensemble contre la peine de mort, que nous soutenons financièrement aussi dans l'organisation de ces congrès et qui permet de faire des actions de plaidoyer régulièrement. Nous soutenons localement les défenseurs des droits de l'homme et nous finançons les programmes du Conseil de l'Europe ou du Conseil des droits de l'homme en faveur de l'abolition. Pour cette année, par exemple, nous avons apporté une contribution volontaire d'un montant de 200 000 euros sur le programme « La mort n'est pas justice, abolition de la peine de mort en Europe et au-delà ». Et nous venons de placer un expert auprès du Conseil de l'Europe qui sera chargé de cette action mobilisatrice. Enfin, de façon globale, le ministère des Affaires étrangères et l'AFD financent des actions de la société civile et la contribution cumulée du ministère et de l'AFD s'est élevée à environ 1 400 000 € pour financer des actions particulièrement concrètes sur le terrain. Bien sûr, nous continuerons à réitérer publiquement notre combat pour l'abolition universelle de la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances, notamment à l'occasion de la 21e journée mondiale contre la peine de mort, qui se tiendra la semaine prochaine, le 10 octobre. Et j'ai tenu dans les temps. Merci beaucoup, Madame la directrice adjointe. Votre éclairage était très complémentaire puisqu'il montre bien l'action de la France. C'est une fierté, je pense, pour tout le monde. Et on voit aussi que ce plaidoyer de la France et ses actions se sont faites dans la durée et toutes orientations politiques confondues. Donc il y a un vrai consensus sur le sujet. Alors, nous allons maintenant procéder aux questions des orateurs des groupes. Donc, je vous explique la règle du jeu. Chaque orateur de groupe va avoir une question en 2 minutes 30 et nous aurons 2 minutes 30 en tout pour y répondre parce que sinon, on ne tiendra pas notre temps final qui est prévu à 13h. Et donc, on verra comment on arbitre parce que vous n'aurez pas 2 minutes 30 chacun. Voilà. Je préfère être strict sur la règle du jeu pour qu'on puisse tous ensuite répondre à nos obligations. Bien, alors, le premier orateur pour le groupe Renaissance est Philippe Guillemard pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente. Merci au bureau de la Commission d'avoir organisé cette table ronde. Merci beaucoup aux intervenants pour leur exposé. Cela a été rappelé, la peine de mort a été abolie en France il y a 42 ans, finalement assez récemment par rapport à de nombreux pays qui ont été cités. Et notre pays milite depuis lors en faveur du principe d'abolition universelle. 75% des États dans le monde se sont rangés de ce côté des abolitionnistes, tournant les pages sanglantes de leur justice, pour reprendre l'expression devenue célèbre. Paradoxalement, et c'est ce paradoxe qui nous intéresse beaucoup, le nombre d'exécutions a connu une inflation très forte ces derniers temps. La peine capitale demeure en vigueur dans 55 États, majoritairement au sein de régimes autoritaires, vous les avez cités, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. 883 exécutions recensées par Amnesty International pour l'année de 2022, avec le chiffre noir, entre guillemets, de la Chine, qui n'est pas connu et qui est d'autant plus effrayant. Cette pratique, si j'ai bien compris, mais vous nous le confirmerez, a presque toujours pour but de réprimer toute opposition politique, en associant les condamnations à des crimes relevant par exemple de la trahison, mais c'est aussi un moyen d'opprimer certaines catégories de la population. L'Iran, sauf erreur, vient de condamner 2 femmes lesbiennes à la peine de mort pour, j'ouvre les guillemets, corruption sur terre. La Commission se souvient que l'Arabie Saoudite avait pris l'engagement de mettre fin au recours à la peine de mort contre des personnes mineures au moment des faits rapprochés. Pourtant, vous l'avez rappelé aussi, 7 jeunes hommes ont été condamnés à mort, dont 6 d'entre eux sont chiites, dans le cadre d'accusations floues et arbitraires en lien avec leur opposition au pouvoir, principalement des manifestations.
Dans ce cadre, 3 questions. Quels sont, selon vous, les leviers dont la diplomatie française dispose pour inciter l'Arabie saoudite, avec laquelle nous avons des liens, à tenir ses engagements en matière de peine de mort? Par ailleurs, dans un tout autre registre, quelle est votre analyse, et c'est peut-être monsieur le professeur de droit, monsieur Alperin, qui pourra nous répondre, du lent, voire très lent chemin des États-Unis vers l'abolition, étant rappelé qu'un homme handicapé mental est dans le couloir de la mort depuis 27 ans. Et dernière question peut-être à madame Denis, qui avait été interrompue, quels sont selon vous les leviers dont disposent les parlementaires pour favoriser ce principe d'abolition universelle? Merci beaucoup. Alors, merci, chers collègues, mais donner 2 minutes 30 en tout pour 3 questions aussi pertinentes, ça va être compliqué. Mais je vous passe la parole. Je vous remercie. Vous nous avez interrogé sur les leviers dont la France dispose. D'abord, il faut que vous sachiez que dans les pays rétentionnistes, les instructeurs qui sont les ambassadeurs qui sont nouvellement nommés ont dans leurs instructions de départ instruction de continuer le plaidoyer, la sensibilisation des autorités de ces pays et d'œuvrer concrètement, de faire du plaidoyer en faveur de l'abolition. Donc ça passe par une présence sur place pour être là à certains des procès, pour faire des démarches qui ne sont pas toutes rendues publiques, puisqu'il est important aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'États de rester dans la discrétion lorsque nous faisons des démarches pour qu'elles soient plus efficaces et éviter qu'il y ait comment dirais-je, une réaction un peu d'orgueil par rapport à nos positions, pour plaider à ce que les peines soient commuées, par exemple, transformées, en tout cas qu'il n'y ait pas d'exécution. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher un État souverain de procéder aux exécutions, mais en tout cas faire un certain nombre de démarches, de plaidoyer pour des cas spécifiques. Et puis par ailleurs, sur place, l'ambassadeur dispose de moyens pour sensibiliser la société civile, pour organiser des colloques avec les ONG sur place, avec des ONG nationales pour sensibiliser les populations à notre argumentaire en faveur de l'abolition universelle, notamment en montrant que la peine de mort ne dissuade pas plus que cela la commission d'actes qu'elles sont censées réprimer. Et puis concrètement, en pouvant financer certaines des associations les plus en pointe sur le débat. Donc j'évoquais l'AFD, j'évoquais aussi les projets du MAE en ce sens. Et puis aborder aussi les parlementaires pour leur expliquer notre législation, pour que en fait notre position infuse largement et permette le basculement. Voilà. Si je vais être une gardienne stricte du temps, il reste peu de temps pour les autres personnes. Est-ce que vous voulez réagir parce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, je veux bien dire quelques mots sur les États-Unis. La situation actuelle, c'est notamment ce qui se passe dans l'État d'Alabama, où 2 exécutions par voie létale ont échoué. Les condamnés ont survécu à leur exécution, si l'on peut dire. Et l'un d'entre eux doit être, normalement, dans les jours prochains, j'en crois les informations, exécuté par injection de gaz. Ces modes d'exécution particulièrement odieux sont susceptibles aussi de provoquer une vague d'indignation qui, avec d'autres facteurs, permet d'espérer que les derniers États, c'est essentiellement 6 États maintenant qui pratiquent la peine de mort, plus l'État fédéral quand même pour les crimes fédéraux, abandonnent ce châtiment. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à l'orateur suivant et puis bien sûr, Madame Denis, votre temps de parole n'est pas perdu, hein, je vous le restituerai. Pour le Rassemblement national, je vais donner la parole à Michel Guignot pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. La peine de mort, comme vous l'avez précisé, est majoritairement abolie dans le monde, mais ne fait l'objet d'une abolition absolue que dans la moitié des pays de la planète. Ah, pardon. Bon.
Je vais reprendre si ça ne vous embête pas, j'ai eu un petit problème technique. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la peine de mort, comme vous l'avez précisé, est majoritairement abolie dans le monde, mais ne fait l'objet d'une abolition absolue que dans la moitié des pays de la planète. Nous sommes en France dans une société, une civilisation qui croit au pardon, à la rédemption ainsi qu'à la réintégration. Mais cet état juridique ne coïncide pas forcément ni avec les avis de la population, ni avec les pratiques de nos voisins hors de l'Union européenne. Selon les propos d'Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International, en date du 16 mai 2023, le nombre d'exécutions enregistrées en 2022 a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans. Les principaux pays à l'origine de ce record, triste record, situés en Chine, Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s'étant livré à une véritable frénésie meurtrière. Des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont bafoué le droit international en intensifiant le rythme des exécutions en 2022, montrant un mépris cruel pour la vie humaine. C'est sa déclaration. Première question, pour réagir à ces dires, la fin de la peine de mort est-elle envisageable, voire rapidement, dans les pays du monde qui pratiquent la charia ? En 2014, au Tchad, la peine de mort a été pleinement abolie. Toutefois, elle a été rétablie en 2015 pour les actes de terrorisme, avant d'être à nouveau abolie en 2022. Pensez-vous, deuxième question, qu'avec la recrudescence d'actes de terrorisme dans le monde occidental, d'autres pays pourraient remettre en question leur législation sur le sujet? Et permettez-moi juste une petite seconde, c'est un avis tout à fait personnel, parce que nous parlons ici, bien sûr, à l'échelle du monde. Ça n'engage que moi, je le précise, mais c'est vrai aussi que lorsqu'on rencontre des parents d'enfants enlevés, torturés, violés et massacrés, ils n'ont peut-être pas forcément le même avis, la même opinion sur la question. Et je crois qu'aussi, il faut avoir tout cela en tête. Merci. Merci, Monsieur Guignot. C'est toute la différence entre la vengeance et la justice, je crois, que vous citez. Et puis, puisque la parole me revient en tant qu'animatrice de cette table ronde, j'ai succédé à un député qui venait aux vœux des villages ruraux demander le rétablissement de la peine de mort, et c'était peu avant 2017. Donc je pense que le combat est encore à mener dans les esprits. Mais ce n'était pas mon propos, Madame la Présidente. Oui, mais je tiens à le préciser. Moi aussi, je fais beaucoup de marchés, et ayant été une militante abolitionniste de la peine de mort, j'ai fait beaucoup de marchés où j'ai rencontré des gens qui disaient oui, mais quand même, dans tel cas, etc. Mais c'est un débat que je n'ai pas peur d'avoir en tant que députée. Alors, je vais laisser la parole, puisque c'est quand même le but, à nos intervenants, et je propose à Madame Denis qu'elle réponde à ces questions très intéressantes qui ont été posées en 2 minutes 30, enfin, à répartir entre les trois. Mais vous avez la priorité. Merci, Madame la Présidente. Donc, pour vous dire que, effectivement, la peine de mort, les parents des enfants, etc., oui, on l'a dit, la vengeance n'est pas la justice, et c'est compréhensible de la part de ces personnes, parce que je voudrais rappeler que, à ce moment-là, c'est une réaction personnelle. Et c'est complètement compréhensible qu'une personne qui voit son enfant qui a été torturé et massacré veuille se venger d'une certaine manière. Mais là, on parle de la peine de mort comme un assassinat étatique. Pourquoi un assassinat ? Parce que c'est un meurtre qui est prémédité, puisqu'il est inscrit dans un acte de justice, et on donne la date de l'exécution. Et c'est un assassinat étatique parce que ce sont des fonctionnaires de l'État qui vont remplir ce rôle. Alors je voudrais justement à ce propos, c'était pas dans la question, mais rappeler que la peine de mort, ça fait aussi beaucoup de victimes collatérales. Parce que les bourreaux, les avocats, tous ceux qui tournent autour de la peine de mort sont particulièrement frappés lorsqu'ils ont à exécuter cette sentence.
Et M. Alperin a parlé tout à l'heure de l'hypoxie en Alabama qui est sur la sellette. Et vous imaginez la tête des fonctionnaires de l'État qui vont avoir à mettre sur la tête du condamné ce casque qui va le priver d'oxygène, sachant que cette méthode d'exécution n'a jamais été pratiquée sur l'homme. Bon. Voilà, alors je ne me souviens plus très bien au début de la question sur la charia. Je vais laisser M. Alperin répondre à ce sujet. Merci Madame Denis. Simplement pour dire prudence sur l'emploi du terme charia, qui a un sens technique ancien qui correspond à l'union des sources du Coran et de la Sunna. Les États musulmans qui appliquent la peine de mort appliquent leur droit positif. Ils n'appliquent pas la charia. Ils appliquent leurs lois, leurs codes qui figurent dans l'organisation étatique. Bien évidemment, l'inspiration religieuse est forte, mais je crois que c'est se placer sur leur terrain, et ce n'est pas rigoureux scientifiquement de parler de charia. Il s'agit du droit positif de chacun de ces États, qui varie d'ailleurs d'un État à l'autre. Et on a aussi des États musulmans qui ont aboli la peine de mort, ils sont peu nombreux, et des États musulmans qui ne l'ont pas abolie, mais qui ne la pratiquent pas. De manière encourageante, ces dernières années, il n'y a pas eu d'exécution au Pakistan. Merci beaucoup de ces précisions et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ce sont des sujets de débat qu'il ne faut pas hésiter à avoir, je pense. Alors, en accord avec le groupe La France Insoumise, c'est GDR NUPES qui a la parole en la personne du vice-président Jean-Paul Lecoq pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente. GDR voulant dire la gauche démocrate et républicaine. Parce qu'on dit en toutes les autres groupes, mais pas généralement pas le nôtre, ni dans l'hémicycle, ni ailleurs. Merci de participer à cette... oui, je sais, je suis Calimero, je m'appelle Lecoq en même temps. Merci de participer à cette table ronde. Je suis député du Havre et je voudrais me faire aussi porte-parole d'une association au Havre qui s'appelle Le Havre contre la peine de mort, qui est une association qui porte et qui fait justement de l'éducation sur ce sujet-là de manière permanente depuis des années, qui alerte sur les évolutions. Le Havre est jumelé avec Tampa en Floride et l'association a noté qu'il y avait une recrudescence d'application de la peine de mort dans cet État américain. Elle a noté également que les exécutions en Iran, en Arabie Saoudite, ça a été dit, en Égypte, étaient en recrudescence. Et à chaque fois, à un moment donné, au Havre, on s'était mobilisé pour empêcher la livraison des canons César qui allaient être utilisés contre le Yémen. Et on avait empêché réellement que ce soit chargé sur le port du Havre avec la complicité des dockers. Et on ne comprend pas que l'aspect contraignant des traités internationaux n'aboutisse pas à un moment donné à ce que l'État, notre État, nous empêchions un certain commerce avec ces pays qui appliquent la peine de mort. On continue à livrer des armes, on continue à... Et donc, je voudrais savoir quel est l'aspect contraignant. Comment ça se vit, la contrainte, par rapport à ces pays Qu'est-ce qu'on fait pour les convaincre Est-ce qu'on leur dit seulement « c'est pas bien » ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses en matière de coopération qui se dégradent, il y a des choses en matière de vente, etc. Comment ça évolue? Ensuite, on a aussi bientôt la journée internationale de lutte contre la peine de mort. Et donc, dans cette journée, le débat est posé de savoir quand est-ce qu'on peut assimiler la peine de mort à des actes de torture, parce que derrière les mécanismes... Je vous dis ça, je ne sais pas si c'est une possibilité. Des mécanismes juridiques internationaux peuvent être plus puissants pour agir contre ces États. Et enfin, il y a les exécutions extrajudiciaires, vous en avez parlé. Elles sont nombreuses aussi. Et beaucoup de témoins meurent en prison ou se suicident ou quoi que ce soit. Enfin, on voit quand même des choses dans l'actualité qui sont assez étonnantes. Est-ce que vous avez évalué ce genre de choses? Est-ce qu'on peut mesurer certains même sont morts avant d'être mis en prison au moment de leur arrestation. Et voilà, est-ce qu'on a connaissance de cela? Et mon temps ne me permet pas d'aller plus loin. Merci Madame la Présidente. Alors, merci Monsieur l'orateur de la gauche démocrate et républicaine. Et donc ces questions sont assez pointues en droit, donc je vais laisser nos intervenants répondre.
Alors sur la première question, et pardon, je ne serai peut-être pas forcément très précise parce que c'est moins mon domaine de compétence. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des règles qui existent. Il y a des commissions en interne qui sont mises en place. Et lorsqu'il y a des sollicitations préalables sur certains types d'armements létaux, une commission est réunie pour examiner si ces armements ou ces produits chimiques pourraient être utilisés à d'autres fins que ceux auxquels ils sont présentés. Donc il y a des garde-fous. Je suis désolée, je ne peux pas être plus précise parce que c'est moins mon domaine de compétence. Oui, enfin, pour faire la transition, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. Le commerce des armes, donc la vente des armes à l'export est soumis à autorisation de la Siemge, pourvu qu'il n'y ait pas de violation des droits humains dans le pays destinataire. Et ce que vous vouliez dire, c'est que la pratique de la peine de mort peut être dans les violations des droits humains qui amèneraient à ne pas autoriser ces ventes d'armes. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos intervenants qui disent que la pratique de la peine de mort, c'est une violation des droits humains. Donc dès lors, on nous l'explique en commission que c'est ça, comment peut-on vendre des armes, puisqu'il y a violation des droits humains? Oui, mais il s'agit d'exportation de matériel d'armement qui pourrait causer des violations des droits humains. C'est pas que dans le pays, il y a des violations des droits humains, mais je veux pas parler de droit à la place de nos spécialistes. Qu'en pensez-vous? Donc, oui, effectivement, je vous ai dit qu'il y avait des violations du droit humain. C'est pas la peine de mort en elle-même qui est une violation du droit humain, puisque dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle est reclassée de manière restrictive pour un type de crime. Donc, mais les violations aux droits humains, c'est dans l'usage que l'on fait de cette peine qui est effectivement dévoyée. Et donc, je vous ai donné quelques exemples, il y en a d'autres. Et la torture employée pour extorquer des aveux, parce que la plupart des condamnations à mort dans certains pays sont le fruit de torture, de conditions de mauvais traitement épouvantables. Et donc c'est là où on voit que la peine de mort, ce n'est pas un long chemin tranquille pour les pays, parce qu'ils sont obligés d'utiliser des techniques. Effectivement, alors sur l'utilisation des armes, là c'est un autre problème. Amnesty International est quand même en pointe sur le combat effectivement pour le traité des armes et là nous combattons aussi pour un nouveau traité sur les armes à létalité réduite. Donc effectivement, si vous voulez, je pense qu'il faut quand même un peu séparer les choses, comme pour les exécutions extrajudiciaires, parce que là, on est dans le judiciaire. C'est-à-dire que la peine de mort, je vous l'ai dit, c'est un assassinat étatique. Et donc là, l'État est responsable. Et comme l'a dit M. Alperin, c'est son code pénal qui joue, c'est son droit. Et donc, c'est là où il faut effectivement pouvoir agir. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe que peut-être on n'est pas tout à fait dans le timing, donc je vais arrêter d'intervenir. Pour les Républicains, la parole est à Vincent Slettinger. Merci Madame la Présidente. Un grand merci aux intervenants pour vos différents exposés. Le premier élément marquant de vos interventions, je crois, concerne les États qui pratiquent le plus la peine de mort. On pense souvent, lorsqu'on parle peine de mort, influencé par la couverture médiatique sur la peine de mort, on pense souvent aux États-Unis ou à la Chine. Mais vous avez bien rappelé, Mme Denis, que parmi les pays qui ont le plus recours à la peine de mort se trouvent l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Mais en raison de la fermeture de certains de ces États, comme l'Iran, le phénomène n'est quasiment pas documenté ou pas assez documenté dans les médias français. Justement, concernant l'Iran, plusieurs parlements européens se sont mobilisés il y a quelques mois contre les nombreuses exécutions de manifestants qui ont été tués pour de simples motifs politiques.
La pression politique européenne a alors pu sembler produire un peu de résultats. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? La pression étant un peu retombée sur l'Iran, ces exécutions vont-elles reprendre ? Si oui, que pouvons-nous faire au niveau de l'Assemblée nationale ? Concernant ensuite les chiffres, vous l'avez bien rappelé, pour un certain nombre d'États, il est très difficile, voire impossible, de connaître le nombre exact de peines de mort exécutées, alors que pour les États démocratiques, comme les États-Unis, on connaît précisément le nombre de personnes exécutées. Avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, est-ce qu'il n'est pas plus facile de connaître dans certains États la réalité du nombre de personnes exécutées ? Ou existe-t-il pour vous des solutions, des applications qui pourraient vous permettre à l'avenir de mieux connaître le nombre, comme le disait avant le vice-président Lecoq, le nombre de faux suicides ou d'assassinats qui sont parfois masqués en accident ? Merci beaucoup. Allez-y. Oui, la difficulté d'avoir des chiffres, c'est évident dans certains pays. Imaginez-vous que Amnesty International est persona non grata en Iran, hein, ça c'est évident. En Arabie Saoudite, nous ne sommes pas non plus très bienvenus. Ni au Maroc ? Non. Ah, personnellement. Donc, oui, effectivement, si vous voulez, on a des chiffres et on donne toujours des chiffres minima. Dans nos rapports, on dit toujours au moins. Hein. Dans certains pays, par exemple en Iran, c'est clair, c'est au moins. Bon. En Arabie Saoudite, on n'a pas dit au moins, mais on a eu des sources qui nous ont permis de rectifier le chiffre à la hausse. Donc, pour avoir des actions, effectivement, je peux vous assurer que nous continuons sur l'Iran à faire des actions, alors des actions d'éducation aux droits humains dans toute la France, et nous ne sommes pas les seuls, toutes les sections d'Amnesty sont aussi mobilisées sur ces sujets. Nous appelons aussi alors je peux revenir sur le fait d'appeler les parlementaires. Les parlementaires, interrogez les autorités françaises pour savoir quelles sont effectivement leurs actions précises par rapport aux appels que vous avez vus sur des cas particuliers ou sur l'ensemble, par exemple, des manifestations en Iran. Sur le site d'Amnesty International, vous pouvez trouver nombre de détails sur effectivement ce qui se passe en Iran en ce moment. Hein. Les familles des condamnés à mort qui manifestent devant les prisons parce qu'ils savent que leurs proches vont être exécutés, on leur tire à balles réelles dessus. Hein. Donc là, il faudrait peut-être que la communauté internationale se remue. Hein. Et donc, quand je parlais aussi des actions des parlementaires, il peut y avoir aussi, alors, pour l'Iran, je ne sais pas ce qu'il en est, si vous avez un groupe d'amitié, mais vous pouvez faire effectivement un petit peu interroger des groupes d'amitié de pays proches pour savoir si effectivement vous ne pouvez pas faire des appels communs, des interrogations au niveau des gouvernants. Merci. En fait, vous avez un petit compteur qui affiche, mais je ne sais pas si vous le voyez Non, d'ici. il n'est pas toujours là. Ah voilà, il est là. Sinon, il est là-bas. Voilà, petit aspect logistique. Alors, je vous remercie et je vais passer la parole pour le groupe démocrate à Frédéric Zginski. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie pour l'organisation de cette table ronde importante sur la peine de mort dans le monde. Alors, vous l'avez rappelé, alors que selon Amnesty International, au moins 883 personnes ont été exécutées dans le monde en 2022 hors Chine, ce qui est le plus lourd bilan depuis 2017. Ce sujet est une question fondamentale de droits de l'homme qui nécessite à la fois réflexion approfondie et dialogue ouvert. La France, comme membre éminent de la communauté internationale, s'est engagée en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde. Dans le cadre de cet engagement, il est important de rappeler le rôle prépondérant de Robert Badinter dans son abolition en France. Son plaidoyer devant l'Assemblée nationale, notamment son discours du 17 septembre 1981, a marqué un tournant décisif dans notre histoire.
En ce qui concerne les préoccupations mondiales actuelles, nous ne pouvons ignorer les signes inquiétants de retour à la peine de mort dans certains pays et l'augmentation des recours à cette dernière, notamment, vous l'avez rappelé, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cela va à l'encontre de la tendance mondiale vers l'abolition de cette pratique inhumaine. Il est de notre devoir de condamner fermement de telles régressions et de travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux à un arrêt de cette peine capitale sur notre planète. Madame Cormon-Vessière, je voulais vous remercier pour la présentation de la position de la France au sein des Nations Unies et du travail effectué pour promouvoir l'abolition de la peine de mort à l'échelle mondiale. Je remercie également Madame Denis et Amnesty International pour le rôle essentiel que vous jouez dans la lutte contre la peine de mort. Peut-être pouvez-vous compléter votre présentation par les défis auxquels nous sommes confrontés pour une abolition complète. Enfin, Monsieur Alperin, en tant que professeur d'université, pouvez-vous nous éclairer et rappeler les arguments à la fois juridiques et éthiques en faveur de l'abolition de la peine de mort ? Nous sommes ici pour échanger sur cette question cruciale. J'espère que cette table ronde nous permettra de progresser vers un monde sans peine de mort où la dignité humaine est respectée et protégée. Merci à vous toutes et tous pour votre contribution à cette cause importante. Merci, chers collègues. Je vous passe la parole, donc peut-être pour récapituler les arguments. Qui veut le faire ? Monsieur le professeur. Bon, les arguments éthiques se ramènent à tu ne tueras point. Donc ça s'applique aussi aux autorités étatiques. Dire que la peine de mort est contraire au droit à la vie ne résout pas la question, puisque y compris dans les instruments internationaux actuels, le droit à la vie n'exclut pas complètement la peine de mort et que ce droit à la vie n'est pas un droit absolu, à la différence, par exemple, du droit à ne pas être soumis à la torture. Une différence entre la torture et la peine de mort. Les arguments juridiques pour aller dans la direction de l'abolition, c'est bien évidemment l'absence tout à fait prouvée de tout effet dissuasif de la peine de mort et de toute influence sur l'évolution de la criminalité et des comportements délinquants. Du caractère, bien évidemment, et du risque d'arbitraire que comprend la peine de mort, avec les États-Unis, mais d'autres pays en notent des exemples, des erreurs judiciaires qui, bien évidemment, sont irréparables en cas d'exécution. Et puis, tout simplement, et d'un point de vue positiviste, à partir du moment où il y a dans une norme constitutionnelle, comme c'est le cas dans les pays d'Europe, une interdiction de la peine de mort, il faut, sur ce point comme sur les autres, respecter la Constitution. Donc je voulais peut-être revenir sur le fait, quels sont les leviers. Lorsqu'on a vu le Sri Lanka en 2018 décider, après 42 ans de moratoire, c'est-à-dire c'était pas un moratoire officiel, mais ça faisait 42 ans qu'ils n'exécutaient plus, vouloir reprendre les exécutions, eh bien, on leur a fait... c'est pas Amnesty International, mais ce sont par exemple le Conseil de l'Europe ou l'Union européenne, leur ont fait comprendre que, bon, ils avaient des conditions particulières avec l'Europe, et bien que s'ils reprenaient les exécutions, ça changerait peut-être. Alors, que croyez-vous qu'il y a de vain ? Le Sri Lanka n'a pas exécuté. Donc, effectivement, il y a des leviers qui peuvent... Vous me direz peut-être toutes les raisons ne sont pas bonnes, mais quand ça permet d'éviter des exécutions, c'est bon. Et on a fait la même chose avec les Maldives qui voulaient aussi reprendre, et on leur a dit attention les amis, parce que le tourisme c'est quand même l'industrie principale de votre pays. Donc réfléchissez avant de reprendre des exécutions après 40 ans. Et donc, les Maldives n'ont pas repris. Bon, ils continuent à condamner à mort, et c'est pour cela que sur les moratoires où ceux qui n'exécutent pas et qui sont abolitionnistes en pratique, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Alperin, ce n'est pas la solution, parce qu'un moratoire est tout à fait réversible.
Et peut-être pour préciser, donc, depuis 1998, l'Union européenne s'est dotée de lignes directrices sur la peine de mort qui ont pour objectif de coordonner l'action des États membres sur ce thème. Et c'est une priorité qu'elle défend dans ses dialogues bilatéraux. Et donc, effectivement, des messages de mise en garde peuvent être passés à l'occasion des dialogues entre l'UE et les partenaires tiers. Merci beaucoup. Dans la liste des orateurs, j'ai maintenant le groupe socialiste et apparenté. C'est monsieur Alain David, l'orateur. Vous avez la parole pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Merci de vos éclairages sur ce triste constat d'un nombre record d'exécutions judiciaires en 2022, avec ce chiffre glaçant de 883, se rapprochant du précédent de 2017. Cela a été rappelé, ce chiffre est aggravé par les situations particulières en Iran, en Arabie Saoudite, en Égypte, mais aussi en Afghanistan, et je dirais, etc. Je ne reviendrai pas sur le cas désolant de la Chine, dont la puissance grandissante devrait nous interpeller encore davantage, tant cette pratique des exécutions, qui plus est difficile à chiffrer, est révélatrice de la nature du régime. Je souhaiterais également faire un focus sur la situation en Birmanie. La junte a renoué avec les exécutions capitales en 2022, liées à la répression sanglante de toutes les oppositions suite au coup d'État militaire. Cependant, en dehors de tout décompte officiel, d'autres victimes civiles sont à déplorer lors de la répression de manifestations ou suite à des arrestations et détentions arbitraires. Je salue au nom des députés de mon groupe la ténacité et l'action d'Amnesty International. Comme cela est rappelé, il y a un mouvement tendanciel à l'abolition depuis 1977 et le début de votre combat. Les 6 nouveaux pays ayant rejoint le camp abolitionniste en 2022 sont évidemment un motif d'espoir, mais je le répète, même si les situations ne sont pas comparables, le fait que la Chine et les États-Unis, deux puissances majeures, soient également les pays pratiquant le plus grand nombre d'exécutions interpelle. Notre table ronde témoigne de la préoccupation de la représentation nationale sur le sujet et je sais que notre diplomatie est également attentive à la question. À votre avis, pour 2023 et 2024, quels pays vont rejoindre le camp des abolitionnistes ? Merci. Quels pays vont rejoindre ? Bon, je pense qu'on aura encore une abolition en Afrique subsaharienne parce que le Parlement au Ghana a effectivement voté l'abolition. Amnesty Ghana a fait un travail très important depuis des années pour amener le pays effectivement à l'abolition. Je voudrais ici rappeler que l'abolition, ce n'est jamais une décision de l'opinion publique. C'est une décision politique. Et cela, il faut vraiment le mesurer parce que tant que, effectivement, une opinion publique, ça peut se changer d'un moment à l'autre. Il y a un crime épouvantable qui se passe et hop. Et surtout si ça passe par les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un travail politique. Et nous, notre travail, c'est effectivement sur place auprès des instances. On a fait la même chose en Mongolie pour obtenir, ça a duré 10 ans, le travail d'Amnesty Mongolie, et on a obtenu l'abolition. Et si je peux me permettre, c'est un travail, c'est un travail qui doit se jouer en collectif, puisque dans la quasi-totalité des pays, il y a un exécutif, un législatif, et vous, en tant que parlementaire, vous avez aussi un rôle à jouer pour tout ce qui va être ratification et animation du débat. Donc, un combat partagé. Merci beaucoup. Alors, dans ma liste, pour le groupe des écologistes apparentés, je passe la parole à Aurélien Taché. Merci. Ça fonctionne ? Oui, c'est bon. Merci, Madame la Présidente.
Alors oui, je crois que la grandeur de la France, elle se mesure beaucoup aux idéaux, aux luttes qui ont marqué son histoire, et on a été pionnier dans l'abolition de la torture et de l'esclavage. L'abolition de la peine de mort, ça a mis un petit peu plus de temps à se concrétiser. Il a fallu attendre finalement François Mitterrand et Robert Badinter, et l'abolition a toujours été un combat majeur de la gauche française. Je voudrais rappeler une phrase de Jean Jaurès que j'aime bien à ce sujet. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à celui de la Révolution. Une fois qu'on a posé ce constat, il y a quand même merci chers collègues, quelques incohérences qu'il faut pointer à mon avis. Vous avez parlé de l'Égypte, par exemple, où un nombre d'exécutions importantes continue d'avoir lieu, où finalement la torture est très régulièrement pratiquée, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu récemment des appels à l'intervention de l'ONU, et on sait, avec la révélation sur l'opération Sirli, qu'il est possible que la France ait pu contribuer malheureusement à cette répression, et on a eu encore, pas plus tard que la semaine passée, une journaliste qui avait travaillé là-dessus, Ariane Lavrieux, je veux saluer son travail, qui a été arrêtée. Et tout ça me semble un peu moins, du coup, logique par rapport aux idéaux qui sont ceux de la France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un peu dans le prolongement de ce qu'a dit mon collègue Jean-Paul Lecoq, je crois qu'on ne peut pas complètement déconnecter le combat abolitionniste de la France de sa politique étrangère. Nous vendons aussi des rafales à l'Égypte, nous commerçons aussi et vendons des armes à l'Arabie Saoudite. Vous avez rappelé que c'était 149 exécutions l'an passé. Nous avons aussi avec la Chine finalement des relations commerciales fortes, alors qu'on ne sait même pas le nombre d'exécutions, mais on sait que c'est le pays qui en fait le plus. Donc moi, ce que je voudrais vous demander un petit peu, c'est que effectivement, on a encore 50 États qui continuent d'appliquer la peine de mort. La France a cette tradition forte abolitionniste, mais est-ce que elle n'a pas, est-ce que notre message n'est pas un peu brouillé? Est-ce que quand vous plaidez pour que d'autres pays rejoignent le camp des abolitionnistes, ça n'est pas un peu compliqué par certains choix de relations internationales et aussi parfois peut-être par certaines décisions de politique intérieure, quand on voit que sur certains droits humains, on a en ce moment l'ONU qui nous dit que l'usage disproportionné de la force est trop souvent vu en France. Est-ce que ça ne brouille pas un peu le message? Même si j'entends que ce sont des sujets séparés, je crois qu'on ne peut pas complètement les distinguer. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Merci. Alors, je crois qu'il ne faut pas forcément mélanger tous les sujets. Sur le combat, sur la lutte contre la peine de mort, c'est un travail qui se fait au quotidien, et de parler, le fait d'avoir des relations avec ces pays peut nous permettre de parler et peut-être de dire aussi les choses un peu plus franchement que l'on pourrait le faire par ailleurs. Le sujet, c'est que pour certaines démarches, on se rend compte que le succès de ces dernières peut dépendre aussi du caractère haut niveau et pas forcément exposé sur la place publique pour obtenir à certains résultats. Et donc nous utilisons de façon générale l'expression publique quand il s'agit d'un moyen efficace, mais aussi la diplomatie plus discrète. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais donner la parole à la dernière oratrice de groupe, donc pour la France Insoumise, Nathalie Oziol. Voilà. Je vais m'appuyer sur un texte, une publication plutôt de France Diplomatie, qui date du 23 novembre 2022, à l'époque où la France, du coup, condamnait l'exécution de 17 personnes en Arabie Saoudite. Et le texte très court dit « La France condamne l'exécution de 17 personnes en Arabie Saoudite depuis le 10 novembre. La France rappelle son opposition constante à la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances. La France reste engagée avec détermination pour l'abolition universelle de ce châtiment injuste, inhumain et inefficace. Elle appelle l'Arabie Saoudite, comme tous les États appliquant encore la peine de mort, à établir un moratoire en vue de son abolition définitive. » Et en fait, on se rend compte, même en nous écoutant, qu'on a le regard souvent sur un certain nombre de pays qui pratiquent la peine de mort. Par exemple, on n'a pas parlé d'un grand pays, une grande puissance qui pratique la peine de mort, les États-Unis, où le débat a lieu en son sein, et où même dans des États, je prends le Nebraska, qui pratiquent toujours la peine de mort, il y a eu une décision, par exemple, en février 2008,
de la Cour suprême qui a officiellement prohibé l'usage de la chaise électrique, c'est Amnesty International qui le rappelle, en jugeant que cette méthode était contraire à la dignité humaine et donc anticonstitutionnelle. Et pour preuve, dans une étude de l'Académie américaine des sciences, il est révélé, alors c'est une étude qui date de 2014, donc il doit y avoir des études plus récentes, mais déjà en 2014, il était révélé que plus des 4% des condamnés à mort seraient innocents. Ce qui veut dire que sur 8000 condamnés à mort aux États-Unis, 200 détenus depuis les années 70 ont été victimes d'erreurs judiciaires. Or, par définition, l'erreur judiciaire en cas de condamnation à mort, par essence, elle est irréversible. Et donc, il y a ce débat-là, y compris aux États-Unis, et lorsque la France, effectivement, dit s'engager de manière universelle contre la peine de mort et pour encourager son abolition, qu'est-ce que vous pensez du fait que finalement le discours est plus ténu, du fait de, et je rejoins mon collègue Taché, de certains choix en fait géopolitiques? On a tendance à être plus dur avec les uns et un peu plus ténu avec d'autres. Donc en fait, je parle en fait d'un espèce de deux poids deux mesures ou d'un langage qui serait un peu double. Merci, chers collègues. Alors, que répondre? Allez-y. Oui, sur les États-Unis, il faut savoir que lorsque il s'agit d'États fédérés, ils n'aiment pas beaucoup que les étrangers interviennent dans leurs affaires. Ça, c'est très, très, très américain. Donc, c'est ce qui ne nous empêche pas d'agir quand même et de faire des appels, etc. Mais c'est effectivement, on avait beaucoup on espérait beaucoup qu'avec le président américain, la peine de mort serait abolie pour l'État fédéral. Nous n'avons qu'un moratoire. Pour des États fédérés, on sait qu'il y a des progrès, puisqu'en fait, alors là tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est jamais le résultat d'une opinion publique. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aux États-Unis, les juges et les procureurs sont élus. Et il y a de plus en plus de juges et de procureurs qui se font élire en disant dans leur campagne électorale « Je ne requerrai pas la peine de mort ». Et ils sont quand même élus. Ça veut dire qu'il y a quand même une progression qui se fait aussi dans l'opinion publique. Effectivement, l'histoire des innocents qui ont été... On n'a pas fait le décompte des innocents qui ont été exécutés, mais on a fait quand même un décompte des innocents qui ont été innocentés alors qu'ils étaient dans le couloir de la mort. Il y en a presque 200. Et donc, c'est un élément qui peut être important. Par exemple, l'Illinois a aboli à cause de cela. Donc, effectivement, deux poids, deux mesures, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la communauté internationale, elle a son rôle à jouer parce que lors du dernier du G20 à Riyad, eh bien, bizarrement, l'Arabie saoudite, pendant les mois de préparation de la réunion du G20, il n'y avait presque pas d'exécution. Il n'y en a pas eu jusqu'au moment où le dernier invité du G20 est parti. Et là, ça a repris. Donc, en fait, même certains pays qui exécutent beaucoup veulent quand même paraître, au nom de la communauté internationale, pas aussi barbares qu'on pourrait le croire. Donc, c'est en cela que je vous dis qu'il faut effectivement agir aussi sur la communauté internationale. Et vous, en tant que parlementaire, vous pouvez agir auprès soit des groupes d'amitié, mais aussi de vos collègues, autres collègues à ce sujet, et appeler, interpeller au sujet des pays qui exécutent, qu'on reçoit et où on se pose des questions. Voilà. Professeur, vous voulez ajouter Merci. quelque chose? Dans le même sens, nous avons parlé de l'action sur les pouvoirs gouvernementaux et législatifs, mais aussi sur les juges. Il y a plusieurs exemples, notamment dans les États fédérés américains, mais aussi il y a eu l'exemple de l'Afrique du Sud, où ce sont les juges d'une Cour suprême qui ont aboli la peine de mort en la déclarant anticonstitutionnelle. Et je pense que même dans les pays rétentionnistes, il y a aujourd'hui un nombre conséquent de juges qui sont des adversaires de la peine de mort. Les soutenir, les rencontrer, c'est quelque chose auquel des universitaires peuvent participer. C'est important aussi. Et encore une fois, dans ce processus,
qui doit passer par des décisions politiques. C'est bon. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, les orateurs des groupes qui le souhaitaient s'étant exprimés, je vais passer la parole aux questions individuelles et le temps donc se réduit à 1 minute. Je commence par Adrien Gomy. Merci Madame la Présidente et merci à notre collègue Philippe Guillemard d'avoir été à l'initiative de l'organisation de cette table ronde validée par le Bureau. Vous le rappeliez, les exécutions judiciaires ordonnées par la République islamique d'Iran ont enregistré une hausse de 75% en 2022 avec 582 pendaisons. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2015 et comme vous le disiez, il y a fort à parier que l'année 2023 sera l'année d'un triste nouveau record. La peine de mort est une fois de plus utilisée comme un ultime outil d'intimidation et d'oppression par le régime iranien dans le but de se maintenir au pouvoir et également de mettre la pression sur la jeunesse contestataire. Les autorités ont par ailleurs intensifié les exécutions de prisonniers condamnés pour des raisons autres que politiques. Selon les ONG, les membres de la minorité baloutche, principalement sunnite, représentent 30% des exécutions, alors qu'ils comptent pour seulement 2 à 6% de la population nationale. Si le Quai d'Orsay et l'Assemblée nationale se mobilisent, la communauté internationale et la société civile doivent montrer avec davantage de force leur opposition à ce recours frénétique à la peine de mort. Des ONG appellent à un moratoire sur la peine de mort en Iran et à un sursaut collectif afin que les États ayant des relations diplomatiques étroites avec le pays portent aussi ce message sur le respect des droits humains. Je voulais avoir votre retour sur cette proposition et ce qui est certain, c'est que la communauté internationale doit faire plus face aux exécutions en Iran. Je vous remercie. Il a bénéficié de l'indulgence de la présidente compte tenu que nous avons rattrapé notre retard. Mais si nous continuons à gloser, nous allons reperdre notre avance. Mesdames, Monsieur. Je suis d'accord avec vous, la communauté internationale doit faire plus. Par différents moyens. D'abord, il faut, au niveau national, il faut mobiliser l'opinion publique parce qu'effectivement, on voit que lorsque ça fait du bruit sur les réseaux sociaux ou ça fait du bruit dans la communauté, on voit des exécutions qui sont suspendues. Moi, j'ai un souvenir très, très vif d'un jeune Kurde iranien, Saman Nassem. Tout le monde l'avait dit exécuté. La seule ONG qui ne l'a pas dit, c'est Amnesty International. On ne l'a pas dit parce qu'on n'avait pas de certitude. Eh bien, nous en a pris parce que quelques semaines après, Saman a réapparu et aujourd'hui, Saman est sorti de prison. Donc, parce qu'il y avait eu une mobilisation énorme sur son cas. Merci. Alors, les questions étant plus courtes, les réponses sont plus courtes également. Je vais maintenant... C'était bien, non ? C'était très bien. Vous étiez parfaite. Je vais maintenant passer la parole à Thibault François. Je vous remercie, Madame la Présidente, chers collègues. Je vous remercie et je tiens à remercier tous les intervenants sur les questions qui ont été balayées sur la peine de mort. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Cornon du ministère des Affaires étrangères. Alors ça a été dit aujourd'hui, la peine de mort est en vigueur dans 144 pays du monde. Et en 2023, selon un très triste décompte de l'AFP, 120 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite. En 2022, ce sont plus de 147 personnes qui ont été exécutées, dont 81 en une seule journée. Certaines ONG rapportent que le nombre d'exécutions est en hausse depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman en 2015. Le pays qui recourt le plus à la peine de mort dans le monde sont la Chine et l'Arabie Saoudite, des pays avec lesquels tous deux, le président Emmanuel Macron entretient de très bonnes relations diplomatiques. En effet, le président de la République a reçu le prince héritier saoudien en juin dernier et l'une de ses dernières visites d'État a été en Chine. Ma question est la suivante. Quelle est votre position sur les relations diplomatiques qu'entretiennent la France avec les pays qui appliquent encore la peine de mort et comment entendez-vous, comme par exemple, vous l'avez cité, adopter une résolution d'abolition de la peine de mort tout en ayant une attitude diplomatique aussi amicale ? Je vous remercie. La question est pour moi. Alors, pour répondre à l'avant-question, on parle aussi aux Américains
de ce sujet. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Le dialogue est avec tout le monde. Sur votre question spécifique, le fait d'avoir des relations diplomatiques avec tout le monde, comme je l'ai signalé, ne veut pas dire qu'on bénit forcément ce qui est fait en interne par ces pays. Mais le fait est qu'il faut tenir compte et parler à tout le monde. Et c'est bien pour ça que les Nations Unies existent, et pour avoir des lieux de coopération. Et avoir des relations avec des pays peut nous permettre, comme je l'ai dit, de pouvoir faire passer un certain nombre de messages, ce que nous faisons aussi. Je vous l'ai dit, pas forcément toujours publiquement, mais de façon ciblée pour essayer d'être efficace et d'avoir des résultats, y compris sur des cas individuels, comme c'est le cas dans les pays que vous avez évoqués. Merci beaucoup. Éléonore Carrois, vous avez la parole pour 1 minute. Merci à tous pour l'organisation de cette table ronde, et merci en particulier à mon collègue Philippe Guimard qui porte ce sujet et que je remercie de l'avoir porté à l'attention de notre commission. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Dans le dernier rapport d'Amnesty International, près de 900 exécutions, mais c'est un chiffre, vous l'avez rappelé, qui est bien en deçà de la réalité, notamment du fait de l'absence de données sur la Chine. La peine de mort est reconnue comme une violation des droits fondamentaux, et son abolition, cela a aussi été dit, est un véritable enjeu dans les relations internationales. Sur la base des chiffres du rapport justement d'Amnesty International, le nombre d'exécutions en 2022 serait en augmentation de plus de 50% par rapport à 2021. Alors que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de l'ONU déclarait il y a quelques mois que le 21e siècle serait celui de l'abolition de la peine de mort dans le monde, je souhaiterais connaître plus précisément votre position sur le rôle que doivent ou que peuvent jouer les Nations Unies, et plus particulièrement la représentation permanente de la France à l'ONU, pour lutter contre la peine de mort au sein de cette instance multilatérale. Je vous remercie. Eh bien, oui, c'est essentiel. Je voulais simplement donner une précision sur, par exemple, le second protocole relatif à la peine de mort, donc le second protocole relatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. On n'a pas prévu de clause pouvant revenir sur la décision. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ratifié ce protocole, vous avez pieds et mains liés. Si on croit au droit international. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on avait vu certains demander que la peine de mort en France, pourquoi pas, on ne pourrait pas la remettre, non, on ne peut pas. Hein. C'est pas possible parce qu'on a signé suffisamment de traités internationaux, et quand vous avez signé un traité où vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est terminé. On a vu aux Philippines, par 2 fois, ils ont voulu remettre la peine de mort. Le président Duterte a fait même voter son Assemblée nationale pour une loi rétablissement la peine de mort. Le Sénat a dit « oh là, si on fait ça, là, on ne sera plus crédible, puisqu'on aura ratifié un traité qui nous interdit de revenir en arrière. » Et qu'est-ce qu'on fait ? Résultat, Duterte est revenu en arrière. Donc, effectivement, l'ONU, en faisant des traités, en faisant signer, en faisant des accords, a un rôle essentiel dans la mesure, effectivement, où on respecte encore le droit international. La question est de savoir si on va le respecter longtemps. Je vais essayer d'être très rapide. Donc j'ai évoqué le fait que tous les 2 ans à l'Assemblée générale, tous les 2 ans au Conseil des droits de l'homme, on fait adopter la résolution, et la prochaine au Conseil des droits de l'homme sera adoptée la semaine prochaine. Et ça ne veut pas dire qu'on fait la résolution puis après il n'y a plus rien qui se passe. Il y a constitution alors ça va vous sembler un peu bisounours, un groupe d'amis, mais qui sont en fait les pays affinitaires avec le projet de résolution, et il y a des événements tout au long de l'année, des dialogues interactifs qui peuvent être organisés par les uns et par les autres pour continuer à sensibiliser. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le multilatéral, mais après, c'est complété par notre action en bilatéral
auprès des autorités pour poursuivre et avoir davantage de leviers pour que finalement le soutien continue à augmenter. Et on espère qu'il va augmenter. D'ailleurs, au Conseil des droits de l'homme, cette clause de souveraineté n'a jamais finalement réussi à passer dans la résolution, contrairement à l'Assemblée générale, par l'effet de lobbying et par le fait que le Conseil des droits de l'homme a une participation un peu moins élevée, mais grâce au travail qui a été engagé, la clause de souveraineté n'est pas passée dans les résolutions du Conseil des droits de l'homme. Voilà, mais c'est un travail quotidien. Merci. Je vais passer la parole à la dernière collègue, Béatrice Piron. Alors, je vais faire rapide parce que ma question a plus ou moins déjà été abordée par rapport donc, aux Américains ou aux associations américaines. Alors, moi, j'étais plutôt tournée vers des associations qui font beaucoup de lobbying vis-à-vis des groupes d'amitié ou nous, parlementaires français, pour cibler certains pays qui ne semblent pas toujours très objectifs. D'ailleurs, ça m'a été remonté par des ambassadeurs sur place qui connaissent bien la situation et où on nous transmet des informations qui ne sont pas toujours objectives. Est-ce que ces associations américaines sont subventionnées ou contrôlées ? Je ne sais pas de quelles associations il s'agit. Bon, il y a beaucoup d'associations abolitionnistes aux États-Unis. Vous en avez en général, c'est les Texans contre la peine de mort, les gens les Alabaméens contre la peine de mort, etc. Et donc là, je ne pense pas qu'ils soient vraiment subventionnés. Mais c'est un combat âpre aux États-Unis, hein, la peine de mort, effectivement, parce que il y a des États où, bon, d'abord, si vous êtes afro-américain ou latino, vous avez 3 fois, voire plus, le risque d'être condamné à mort. Et surtout, si vous êtes une population marginalisée ou pauvre, ça, c'est le bouquet. Il faut savoir que plus de 90% des personnes dans les couloirs de la mort américains, ce sont des indigents. Hein. Donc, je ne sais pas du tout ce que ces associations font au niveau du lobbying, etc. Ne connaissant pas le nom des associations, je ne peux pas vous donner de réponse absolue. Merci. Je crois que plus personne ne demande la parole, donc on s'achemine vers la conclusion. Plusieurs points que je retiens de cette matinée qui étaient extrêmement utiles et pour laquelle je remercie encore le collègue Philippe Guillemard de l'avoir suggéré à notre agenda. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un consensus global parmi nous, me semble-t-il, et parmi la société française, pour dire que la peine de mort n'a pas à être rétablie. Il n'était pas inutile, cependant, de rappeler les arguments, ne serait-ce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand on est sur les marchés ou dans les rues ou en porte-à-porte, pour être bien solide sur nos bases et avoir en tête les arguments, les objections à donner à quelqu'un qui cite le fameux cas d'un crime odieux envers un enfant. La peine de mort est contraire aux droits humains en toutes circonstances. Ensuite, à l'agenda international, je crois qu'il était utile de rappeler, et vous l'avez très bien fait, que nous sommes solides là sur nos bases aussi, pour reprendre cette expression, avec des experts, avec des ONG, dont Amnesty, avec une action diplomatique multilatérale, avec une connaissance fine du droit. Donc je pense qu'on peut être fier, je le redis, c'est tout à l'honneur de la France d'avoir cette expertise et cette solidité. En revanche, ce qui était peut-être un petit peu plus sujet à discussion, c'est les relations avec certains pays. Donc, évidemment, les pays avec lesquels on a peu de relations, comme l'Afghanistan ou la Corée du Nord, on sait que bien qu'on continue cette bataille diplomatique, elle a quand même peu de chances d'aboutir, mais néanmoins, il ne faut pas baisser les bras, hein, et je pense qu'il faut maintenir. La question des pays avec lesquels on a des relations de pays développés, les États-Unis dont on a pas mal parlé, l'Arabie saoudite, le Japon, je crois qu'il faut continuer à faire cette action. Et là, on a peut-être un peu plus de marge de progrès devant nous. Et je voudrais citer d'ailleurs
que quand on a travaillé sur les traités commerciaux internationaux, je me souviens du GEFTA, moi j'avais émis l'idée de mettre une clause demandant l'abolition de la peine de mort dans ce traité commercial. Bon, ça n'a pas été suivi d'effet, mais la question, je pense, mérite d'être posée. Nous-mêmes, et vous nous avez interpellés, et je pense qu'il faut qu'on le prenne pour nous sommes parlementaires, nous sommes dans des groupes d'amitié, nous avons des missions à l'étranger. Nous ne devons pas hésiter, et ça c'est un appel que je lance à tous, nous ne devons pas hésiter à mettre ce sujet à l'agenda. Je me souviens, comme vice-présidente du GEVI Taïwan, avoir parlé avec d'autres du sujet. Taïwan n'est pas un pays abolitionniste pour l'instant, donc on soutient Taïwan par certains côtés, et il faudrait qu'ils fassent des efforts. En tout cas, il faut le leur dire. L'Égypte a été mentionnée aussi. Sans rentrer dans le sujet du commerce des armes, parce que je crois que c'est un peu différent, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à 2 fois avant de remettre une décoration suprême à un chef d'État d'un pays, même ami et partenaire, qui pratique encore la peine de mort. Et puis, un sujet qui peut-être n'a pas été assez abordé ce matin, c'est la question des pays où les relations homosexuelles sont passibles de peine de mort. Donc, M. Saunier me disait que c'est 12 pays, parmi lesquels Brunei et l'Ouganda, oui. Et donc, c'est quand même des sujets qui doivent nous interpeller. En tout cas, pour conclure, merci vraiment à nos intervenants, mesdames et messieurs, parce que vous avez brillamment éclairé ce sujet de façon assez exhaustive. Et puis, vous avez rappelé qu'en plus de votre action, chacun et chacune d'entre vous, la mobilisation des députés et de l'opinion publique peut payer. Et donc, nous avons bien retenu cet appel à agir. Merci à nouveau. Et je lève la séance, non sans vous avoir rappelé, chers collègues, que cet après-midi, c'est à 15h30, nous auditionnons la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans un contexte international particulièrement riche. Donc, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Merci, la séance est levée.